Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. CSP Time numéro 32 avec cette semaine notre invité, l'ex-directeur du centre de formation du Limoges CSP, Jean-François Jouot. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Petite précision, nous avions sollicité Coralie Arondo, la directrice actuelle du centre de formation du Limoges CSP. Elle a décliné notre invitation. Pour nous accompagner dans ce CSP Time, le spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et notre rédacteur en chef et aussi suiveur attentif des choses du basket et du Limoges CSP, Pascal Ratino. Pascal, bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Au sommaire de ce CSP Time, nous commencerons par débriefer la large victoire du Limoges CSP. C'était lundi en Jeep Elite à Boulazac. Dans le deuxième quart-temps, nous parlerons de formation et plus particulièrement de formation au Limoges CSP avec notre invité Jean-François Jouot. Dans le troisième quart-temps, retour à la Jeep Elite puisque nous parlerons du prochain rendez-vous de sportifs du Limoges CSP. Ce sera dimanche à domicile face à Villeurbanne. Dans le quatrième quart-temps, ce sera le temps du débat et nous nous interrogerons pour savoir jusqu'à quel point la lutte pour le pouvoir à la tête du club est un frein ou pas pour les ambitions futures du Limoges CSP. Et nous conclurons par les traditionnels top et flop. CSP Time numéro 32, c'est parti. On commence donc tout de suite par un retour sur ce match de Jeep Elite qui s'est conclu lundi par un large et facile succès 96-70 du Limoges CSP. C'était à Boulazac. Alors Mathieu, il n'y a pas eu de match, mais cette équipe de Limoges, on l'a assez fustigé toute la saison pour dire que les entames de match, c'était pas ça. Ben, cette fois, ça a été ça. Oui, non, ça a été ça. Les Limougeaux, ils ont pris le match par le très bon bout. On les a vus déterminés dès l'échauffement. Il y a des signes qui trompent pas. Ça se voyait sur leur visage qu'ils étaient vraiment déterminés à venir gagner à Boulazac. Donc ils ont attaqué le match, mais comme dans un rêve, avec Dwight Hardy toujours au top, avec Jordan Taylor efficace. Et ils ont déroulé un basket champagne, il faut le dire, pour s'offrir un large succès. Jean-François, elle vous a impressionné cette équipe de Limoges ? Oui, tout à fait. Je dois dire que l'équipe de Boulazac est passée un peu à travers. Je crois qu'elle a été rattrapée par une pression qu'elle ne connaissait pas. Par contre, oui, au niveau du jeu, au niveau de la pression défensive, tout était vraiment au top. Pascal, ce qu'on a vu aussi dans ce match, c'est que souvent une équipe peut prendre de l'avance, mais derrière, il y a toujours un petit coup de mou. Là, il n'y a pas eu de coup de mou, quoi. Limoges n'a jamais laissé le moindre espoir à cette équipe de Boulazac. Oui, c'est ce qu'on retiendra plus que le démarrage qui effectivement tue un peu le match. Effectivement, il n'y a aucun retour possible. Moi, je pense avoir vu l'un des matchs les plus aboutis du Limoges CSP cette saison, même sur les 2 dernières saisons, sinon le plus abouti. D'abord parce qu'offensivement, ils ont à peu près rien raté dans le premier quart-temps. Ils ont donné du rythme. Et là, grâce à Jordan Taylor, qui a vraiment imposé un tempo très fort. Et puis, je les ai trouvés bons défensivement. Ça mérite de le dire, parce que ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Ce qui a annihilé totalement les chances de Boulazac de pouvoir espérer un retour. Je crois qu'au plus près, ils se sont rapprochés à 21 points. Donc, c'est vraiment très, très loin, quoi. Ouais, très, très loin. Mathieu, au niveau des joueurs, on a vu encore une fois la paire Hardy-Taylor qui a été le fer de lance de cette équipe. Ça fait 5 matchs que ça dure quand même. J'ai regardé les moyennes. 19 points de moyenne pour Hardy depuis 5 matchs, 17 pour Taylor. Donc aujourd'hui, c'est le fer de lance, c'est la paire sur laquelle le Limoges CSP s'appuie. Ouais, c'est 2 artisans majeurs des succès du CSP depuis 5 matchs. Jordan Taylor, qui avait bien débuté à son arrivée avant de traverser un trou d'air à l'image de toute l'équipe, il tourne à 22 d'évaluation. Il enchaîne des prestations dignes d'un MVP du championnat. Bon, il ne le sera pas parce que c'est sur une trop courte période, évidemment, mais il joue aujourd'hui comme un potentiel MVP. À côté de lui, il y a Dwight Hardy qui tourne à près de 20 points de moyenne avec des pourcentages absolument incroyables. Il est à Boulazac, il est encore à 10 sur 12, il force jamais rien. Les 2 Américains du CSP jouent à un niveau assez incroyable depuis 5 matchs. Jean-François, donc on l'a dit, ces 2 hommes, le Limoges CSP s'appuie dessus, mais est-ce qu'il finalement il s'appuie pas un peu trop dessus parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un des 2 passe au travers? Est-ce que ça pourrait impacter le reste de l'équipe? Non, moi je crois que l'équipe manquait de leadership et que là, elle en a trouvé. Et que c'est la raison pour laquelle on voit une amélioration dans le jeu de Limoges. Oui, mais après, s'appuyer sur... Voilà, on sait que c'est aujourd'hui la force. Un jour ou l'autre, ils vont quand même être peut-être un peu plus ciblés. Est-ce que l'équipe de Limoges a collectivement des solutions derrière? Oui, moi je pense que oui.
Oui, elle a des solutions. On voit Jerry Boutielé, mine de rien, il enchaîne les bonnes performances. Samardo Samuels, il revient un petit peu à un très bon niveau. On va en parler de Samardo. Oui. D'accord. T'as aussi Axel Bouteille et William Howard. Je pense qu'ils peuvent encore faire mieux. C'est pas toujours pas le William Howard de la saison dernière, mais il a une vraie implication en défense. Il apporte quand même. Il a une belle vision du jeu. Axel Bouteille, le dernier match contre Boulazac, il apporte du scoring. Sekou Doumbouya est également en train d'apporter quelque chose à ce CSP. Donc oui, tu as Jordan Taylor et Dwight Hardy, mais derrière, il y a quand même du matos. Maintenant, si tout le monde élève son niveau de jeu, le CSP pourra prétendre à mieux, mais c'est sûr qu'il ne pourra pas se reposer uniquement sur Dwight Hardy et Jordan Taylor. Ouais, je voulais parler un peu de Samardo parce que le Samardo Samuels qu'on a vu arriver la saison dernière, on avait tous dit il va être dominant, il va écraser tout le monde. Ça a été un peu le cas la saison dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, le Samardo Samuels qu'on voit, il est au niveau de ce qu'on serait en droit d'attendre d'un joueur de ce niveau? Moi, j'ai pas l'impression. Non, évidemment. D'ailleurs, même à Boulazac, sur la fin de match, ça a été un tout petit peu mieux, mais au niveau des évals, à un moment, le seul qui était en négatif à la 30e minute, c'était Samardo Samuels, qui ratait à peu près tout ce qu'il voulait, qui était, de mon point de vue, pas dans le rythme de ce qui était amené par les autres. C'est ce qui laisse espérer de belles choses. Vous parliez tout à l'heure de Hardy et de Taylor qui tiraient un peu le train, quoi. C'est des locomotives. Aujourd'hui, ils sont un peu en mode play-off, les deux, là. Quand les playoffs vont vraiment arriver, puisqu'on peut espérer, enfin on va en parler, mais on peut espérer que Limoges se qualifie pour les playoffs, si quelques joueurs, et on peut penser à Samardo Samuels, se mettent eux aussi en mode playoff, ça peut devenir très intéressant, quel que soit l'adversaire. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, sur les prestations de Samardo? C'est vrai qu'il a du mal. Après, au bout d'un moment, il finit par faire son œuvre parce qu'ils arrivent à le trouver, donc il provoque les fautes et tout. Mais c'est pas le Samardo dominant qu'on pourrait attendre. Aussi parce que le jeu du CSP lui convient, je pense, pas spécifiquement. Samardo Samuel, c'est un joueur qui aime recevoir la balle dessous, qui aime jouer dos au panier. Aujourd'hui, tu regardes le jeu du Limoges CSP, c'est pas une critique parce que ça fonctionne, mais t'as pas vraiment de jeu dos au panier. T'as un peu de pick and pop pour Jerry Boutielé, pour des shoots en périphérie, mais t'as pas ça. Le jeu du CSP il repose essentiellement sur ses arrières américains aujourd'hui. Donc Samardo Samuel, sa force, c'est de recevoir vraiment le ballon dessous, d'impacter son adversaire direct. Aujourd'hui, il n'a pas ça. Donc après, peut-être qu'il n'est pas au top de sa forme, mais de toute façon, il ne faut pas rêver. On ne retrouvera jamais le Samardo Samuels qui marchait sur tout le monde à l'époque de Barcelone ou de Milan, qui se matchait sur tout le monde. À cette époque-là, je pense qu'elle est révolue. Maintenant, Samardo Samuels, moi je trouve peut-être au moins celui de la saison dernière. Non, moi je trouve que depuis quelques matchs, Samardo Samuels apporte, mine de rien. Il a été important à Gravelines parce que Gravelines était très affaibli dessous. Sur les derniers matchs, il est plutôt efficace. Après, je sais pas ce que vous en attendez, mais faut oublier, je pense, les 20 points d'Hiro. Il y a Boutielé à côté de toute façon. Il pèse physiquement. Oui. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Mais je suis d'accord avec toi. Et en défense, après, Jean-François, la défense de Samardo. On va pas s'attarder dessus. Pas son point fort, on est tous d'accord ici. C'est la même que la mienne. Je pense que je suis d'accord avec Mathieu sur le fait que Limoges manque d'alternance dans son jeu. Ça repose beaucoup sur le shoot extérieur. Alors à Boulazac, ça fonctionne parce que les shoots extérieurs rentrent. Si ça rentre pas, l'écart il est pas le même et les matchs n'est peut-être pas tout à fait le même. Il reste peu de matchs, mais si Limoges enfin trouve un peu d'alternance entre jeu extérieur et jeu intérieur, avec les capacités de ces deux pivots, que ce soit Boutielé qui est capable de aussi travailler de près un adversaire, plus Samardo dans son côté un peu bulldozer, là ça deviendrait très intéressant parce que ça apporterait des solutions nouvelles et des difficultés donc supplémentaires pour l'adversaire qui serait obligé de s'adapter en permanence entre jeu intérieur et jeu extérieur. Dernière petite question, Jean-François. On avait dit que ce match à Boulazac, ça serait un premier test parce que c'est vrai qu'il y a eu un calendrier avant qui ressemblait un peu à celui de Dijon. Hein. Est-ce que finalement ce test ils l'ont passé brillamment, très brillamment Oui, moi je pense que oui. Par contre, je pense que comme toutes les équipes, le jeu repose sur le 3 points. Et il y a d'énormes différences d'un week-end à l'autre, suivant la réussite à 3 points des équipes. Et Limoges n'échappe pas à la règle, tout simplement. Ouais, mais le problème, non. Heureusement, ils mettent dedans. Depuis 5 matchs, ils ont des pourcentages assez incroyables dans cet exercice. Après, c'est le basket moderne qui repose beaucoup plus sur le shoot à 3 points que ça a été auparavant. C'est vrai que de manière générale, tu as moins de jeux de haut panier.
Et avec un nombre de joueurs capables de shooter à 3 points impressionnant aussi à Limoges, Oui, parce qu'il y en a un paquet. Qui mais peuvent même dans shooter les à 3 grandes points. équipes, tu regardes, t'as pas tant de jeux de haut panier que ça. Moi, mardi soir, j'ai regardé Kaunas Fenerbahçe. Fener, il joue avec Yann Vesely dessous. Son point fort, Yann Vesely, c'est pas le jeu de haut panier non plus. Hein. Bon, Toute proportion gardée, bien sûr. Voilà. Hein, mais... Donc, on en terminera là sur les comparaisons. Jean-François, nous allons parler un peu de formation avec vous. D'abord, petite bio express pour vous présenter. Date et lieu de naissance. Je suis né à Nexon le 12-12-46. Votre parcours professionnel? J'ai fait toutes les fonctions possibles dans l'éducation nationale. C'est-à-dire? J'ai été instituteur, formateur, directeur d'école. Voilà. Votre parcours dans le basket? J'ai été un joueur dont le talent n'a pas franchi les limites de l'Île-de-France. Ensuite, j'ai été entraîneur d'équipe minime Cadet France. Ensuite, j'ai mis en place le centre de formation de Poissy, qui est devenu Poissy-Chatou Basket. On a eu quelques réussites. Notre plus beau fleuron, c'était évidemment Thierry Rupert, mais beaucoup d'autres joueurs. Ensuite, j'avais croisé les gens de Limoges, évidemment, sur les terrains. Et donc, je me suis retrouvé à Limoges, aux côtés de Philippe Maucourant. Le club, à cette époque, a vécu une période difficile, disons. Donc moi, j'étais rentré chez moi. Et j'ai été ensuite contacté par l'association. On a fait un mini centre de formation avec quelques joueurs de l'extérieur que j'avais amenés. Il y a un survivant, c'est Erwin Nadi. Et puis ensuite, Fred Fortier m'a contacté pour mettre en place les structures du centre de formation. Ça a été un long parcours. L'année de la montée en Pro A? Alors non, dès le départ. Oui, dès qu'il était en N1. Mais bon, il ne s'est rien passé. Voilà. Ensuite, en Pro A, on a monté une vague structure. On est descendu en Pro B, donc on est reparti à zéro. À ce moment-là, on a travaillé avec l'association. On a mis une équipe de N3 qui est montée en N2 d'ailleurs. Et ensuite, on a pu commencer à travailler avec, disons, des moyens corrects à partir de 2012. D'accord. Voilà. Et ensuite, moi, je suis parti à la fin de la saison, il y a 3 ans. Voilà. D'accord. On va y revenir à la formation. Mathieu, un petit point là sur le parcours du centre de formation du Limoges CSP cette saison-là. Le Limoges CSP avait plutôt bien commencé dans la lignée de la saison dernière où ils avaient participé au Trophée du Futur avec la saison encore d'avant, oui, avec Mehdi Mari. Cette saison, c'est un peu plus compliqué. Ça avait bien commencé avec 9 victoires et 7 défaites. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Les Limougeaux restent sur 13 défaites d'affilée. Ils ont pu gagner depuis le mois de janvier à Châlons. Alors, ils ne sont pas épargnés par les blessures. Il y a notamment Damien Laribaud, qui est un des joueurs cadres de cette équipe, qui est blessé. 13 défaites d'affilée. A priori, pas de Trophée du Futur cette année. Saison un peu galère. Il vous inspire quoi ce parcours, Jean-François, là, de cette équipe de... Disons que je pense que tout ce qui se passe à l'intérieur du club n'est pas favorable au développement d'une équipe espoir. Après, il y avait une fin de cycle, c'est-à-dire que Mehdi Mari avait récupéré des joueurs que nous avions à mon époque, si je puis dire, les Beaux, les Delage, les Fauché, Muninga, etc. Donc cette équipe a très bien marché avec Mehdi Mari, qui était vraiment un coach de haut niveau pour la formation. Et ensuite, il fallait repartir sur un autre cycle. Donc la difficulté, elle est là, c'est la continuité. C'est alimenter avec des cadets, comme on avait essayé de le faire à une période, pour pouvoir avoir des joueurs ensuite en espoir. Sinon, on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Laribaud, il vient de Pau. Starignette, il vient de Gravelines. Bon, si les autres clubs ne les gardent pas, c'est qu'il y a une raison. Donc, il faut absolument partir sur de la formation dès les premières années U18. Et même tout à l'heure, j'irai plus loin. Pascal, de tradition, on a le sentiment que Limoges ne s'est jamais trop préoccupé de la formation. Jamais. Jamais, de toutes les époques. On peut reprendre l'époque Popeli et Biojou. J'ai presque envie de dire miraculeusement, il y a 2 joueurs qui sont sortis de la formation Limougeaud qui ont fait une belle carrière. C'est Hugo Kanzé d'une part et Franck Buter de l'autre. C'est les 2 seuls grands noms de la formation. Je pense qu'installer de la formation, et on le voit dans certains clubs et d'autres sports, je parle du football notamment, à Nantes à une époque, à Auxerre pendant très longtemps avec Giroud, ça demande beaucoup d'investissement, à la fois financier et humain, et ça demande du temps.
Et Limoges ne s'est jamais donné ce temps. C'est lié à l'histoire du club, hein, tout simplement. Limoges est arrivé à débouler en Pro A, à gagner la Coupe Corach dans la foulée de sa première saison, et a voulu être au sommet et rester au sommet. Et pour être au sommet, il fallait aller chercher des joueurs. Les meilleurs joueurs français venaient à Limoges. Et puis la formation, elle était un peu mise de côté, quoi. Et quels que soient les dirigeants qui se sont succédés, le centre de formation a toujours été mis un peu, non pas de côté, mais n'a pas été l'une des préoccupations majeures. Alors après, tous les clubs n'ont pas vocation à être des excellences de formation. Il y en a qui le font très bien, Cholet par exemple, qui s'est appuyé beaucoup sur la formation et qui a produit quand même plein de très grands talents. On pourra les citer tout à l'heure. Je pense que Limoges, c'est pas le cas. J'ai bien vu que dans le projet 3.0, la formation apparaissait. C'est tant mieux déjà de se dire qu'il y aurait peut-être un centre de formation avec des vrais murs, quoi. Ça veut dire quelque chose. Pour autant, il faut les joueurs. Ça pose d'autres questions. Est-ce que sur la région, on a les joueurs? Est-ce qu'on a aussi des scouts qui, chaque week-end, vont à 100 bornes, 50 bornes, 200 bornes, aller regarder des joueurs qui sont cadets, qui ont 15-16 ans, pour dire peut-être que celui-là, il a un talent et on va le faire venir à Limoges et on le fera pousser. Je pense que ça n'existe pas, Mathieu. Donc voilà, non, Limoges ne s'intéresse pas à la formation, de manière générale. Jean-François, vous confirmez? Oui, je vais confirmer. Après, on a un passé glorieux qui a un boulet au niveau de la formation, il faut être très clair. Ensuite, moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a un manque de stabilité dans le club. Le passage de nombreux entraîneurs pros qui chacun arrivent avec leurs projets, etc. Le fait que les entraîneurs du centre de formation ne restent pas, puisqu'ils voient bien que le projet ne tient pas la route, donc on leur en propose un meilleur ailleurs et ils s'en vont, ce qui est tout à fait légitime. Et puis, il y a aussi aucune incitation, et là je parle par rapport à mon expérience personnelle dans un autre centre, il n'y a pas d'incitation au niveau des collectivités. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui financent un club professionnel et qui demandent que la formation soit un des vecteurs du club. Ça n'existe pas à Limoges, mais c'est pour les raisons que vous avez citées tout à l'heure. C'est qu'on a gagné sans faire de formation, pourquoi est-ce qu'on en ferait ? Je crois Pascal a dit beaucoup de choses. Le Limoges SP a sans doute grandi trop vite. Il n'a jamais eu besoin en fait de formation. Il s'est tout de suite installé au top. Il a voulu y rester, donc il n'a pas eu besoin de s'appuyer sur la formation. Donc aujourd'hui, ça va être un peu différent. Pas forcément aujourd'hui, mais dans les années à venir, on voit les projets de Strasbourg, de l'Asvel. Il y a des clubs qui sont un peu plus fortunés comme Monaco. Le Limoges SP, il va peut-être se retrouver dans la peau d'un club un peu plus petit, un petit peu en retrait de projets d'envergure comme ça. Et c'est là où il aura besoin de formation. Et ça se prépare dès maintenant. C'est peut-être pas automatique. Il n'aura pas besoin pour la saison prochaine ou pour dans 2 ans. Il va encore réussir à survivre. Mais pour dans les années futures, à terme, là, il aura besoin d'un centre de formation. Et ça se prépare dès maintenant. Après, Pascal a aussi souligné les scouts. Comme l'a dit Jean-François Jouot aussi, il y a un entraîneur du centre de formation quasiment tous les 2 ans. Je sais pas, je n'ai pas fait les stats, mais ça change régulièrement. Oui, et en plus, si je puis me permettre, il faut qu'il soit dédié au centre de formation. On ne recrute pas un entraîneur de centre de formation pour qu'il soit préparateur physique. C'est l'inverse, ce qui s'est passé. Ouais. Non, mais peu importe. Mais il doit être dédié. Tu parlais du scoutisme. Il faut qu'il y ait un directeur à plein temps, qui soit un salarié, pas un bénévole. C'est très clair. Vous regardez partout, ça existe. À Mans, à Cholet, les directeurs sont des salariés qui sont là. Il faut avoir du scoutisme, mais il faut avoir une personne, il faut avoir des réseaux. Il faut les construire. Mais si vous changez à chaque fois d'encadrant, le réseau retombe à zéro et vous repartez à chaque fois à zéro. Donc cette année, je pense juste que Coralia Rondeau doit être salariée du Limoges SP pour la première année depuis septembre 2018. Elle est ça. C'est un point positif d'avoir une salariée à la tête du centre de formation. À côté de ça, je pense que sur un centre de formation, il faut un nom aussi. C'est-à-dire que la personne qui va faire du scoutisme, elle représente quelque chose dans le paysage et dans l'histoire du basket français. Je vais vous prendre l'exemple du football. Sur la Ligue du Centre-Ouest, qui n'est pas réputée pour avoir des grands clubs de haut niveau, ex-Ligue du Centre-Ouest, dès qu'il y avait un concours du jeune footballeur ou des matchs de sélection ou des grands tournois, sur le bord du terrain, vous retrouviez Marius Trésor,
ancien international pour les Girondins de Bordeaux. Vous retrouviez Raymond Kéruseré, qui à l'époque recrutait pour Rennes. Vous retrouviez des anciens joueurs du FC Nantes qui étaient là pour recruter pour le FC Nantes. Quand un gamin, et derrière le gamin il y a toujours des parents, est repéré par un joueur qui a frappé un peu les parents qui, à l'époque où eux-mêmes s'intéressaient au football, c'est pas pareil que si c'est Monsieur Lambda qui vient. Donc tout ça se pense. Tout ça, c'est un schéma. Alors, je disais du temps, beaucoup de temps, de l'investissement humain, on en parle là, et forcément de l'investissement financier, parce qu'il faut des gens qui soient là à plein temps. Oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de formation au Limoges CSP, on a l'impression qu'on a formé Sékou Doumbouya. Mais la formation, c'est pas ça. Comme l'a dit Jean-François, la formation, c'est de développer le réseau dès les cadets, voire même avant, de fidéliser. Après, aujourd'hui, le CSP se heurte à plein de soucis. C'est récupérer un joueur qui coûte rien et le revendre et qui va rapporter gros. Pour l'anecdote, ça s'appelle du trading. Rupert vendu de Poissy, club de Pro B à Antibes, c'est une année du budget de centre de formation de Poissy. Voilà. Et ça, le Limoges CSP, dans les années à venir, il va être obligé de passer par des coups comme ça. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas se contenter de copier le modèle de ceux qui existent maintenant. On a 20 ans de retard. Donc on va construire un bâtiment où, bon là-dessus je suis assez dubitatif, moi je pense qu'il y a d'autres solutions. Il n'y a aucun club professionnel, quasiment de basket, qui est propriétaire de son hébergement. Il y a des solutions, il y a des collectivités, il y a des bâtiments sur Limoges. Je crois que s'il y a un vrai projet, il faut passer par là, pour s'éviter d'investir 1 million d'euros dans un bâtiment. Hein. Justement, toi tu avais proposé un projet à Fred Fortet oui, à l'époque. Oui, j'en ai proposé un. J'ai proposé il y a 10 ans un projet d'académie. C'était un petit peu trop compliqué pour lui. On s'aperçoit maintenant que Tony Parker va en faire une et qu'il va écrabouiller tout le monde au niveau de la formation. Quand Tony Parker sera passé, l'INSEP, les clubs qui passent devant nous, Cholet, Chalon, etc., on va recruter sur le 4e marché, il faut être très clair. Donc il faut essayer d'inventer un autre modèle. Alors il ne s'agit pas de faire la révolution culturelle, il faudra toujours avoir un centre de formation, etc. On a parlé du scouting tout à l'heure. Il faut se tourner vers l'étranger. On était allé chercher, moi j'étais allé chercher chez Kina par exemple Munanga. Bon, malheureusement il n'a pas pu être JFL parce que ça a traîné pour le faire rentrer. Cette année, il y a eu une bonne initiative. On est allé chercher un joueur libanais, je crois, qu'on a intégré au centre de formation. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, il y a une possibilité certainement de passer avant tout le monde. On parlait des agents tout à l'heure. Je suis allé voir un match U15 en région parisienne pour voir des jeunes joueurs. Il y avait 2 agents à côté de moi. Donc ça veut dire que ça va être comme au football. On va commencer à prendre les gens de plus en plus jeunes. Donc le projet de Limoges, pour moi, ça doit être avant tout le monde, faire un vrai centre de préformation. C'est une occasion de travailler avec l'association, parce que de ce côté-là, il y aurait aussi beaucoup de choses à faire. Après, il y a d'autres pistes. J'avais contact avec une agence qui était prête à prendre en charge des prospects qu'elle a et de les confier. Parce que pour elle, c'est plus facile d'avoir les joueurs dans un même club que d'aller en voir un à Strasbourg, l'autre à l'autre bout de la France. Bon, pourquoi pas conventionner avec une agence gagnant-gagnant. Nous, on a les prospects. Lui, il les expose à Limoges. Donc, il y a plein de pistes à explorer. Et puis après, au niveau organisation du club, j'y arriver. Moi, il me semble que, et je l'avais proposé à Fred, il faut qu'au plus haut niveau du club, la formation soit représentée. Et qu'on ne croise pas le président dans un couloir pour lui dire « Tu sais, j'ai un problème, il faudrait qu'on voit ». Il faut un vice-président, par exemple, ou un membre du directoire qui soit dédié à la formation, comme ça se fait à Cholet. Lui, il va pouvoir exposer les problématiques au plus haut niveau et on va pouvoir les régler, les problèmes. Tandis que là, le centre de formation, on l'accueille, disons, pour certains avec un peu de condescendance, on va dire les choses, et pour d'autres, c'est l'indifférence polie. Bon, ils sont là, ils ne nous embêtent pas trop, ils font leur petite cuisine dans leur coin, mais ça ne peut pas durer longtemps. Merci Jean-François, on va en rester là. Alors on va revenir un peu à la Jeep Elite avec, dans ce 3e quart-temps avec le prochain match du Limoges CSP. Ce sera dimanche, ce sera 18h30 à Beaublanc.
Et l'adversaire, ce sera l'Asvel, ni plus ni moins que le leader de la Jeep Elite. Mathieu, on avait dit que Boulazac, ça serait un test. Ils l'ont passé haut la main, mais là, ça va être un test d'un niveau supérieur encore. Oui, ça va être un test d'un niveau supérieur face à Villeurbanne, qui pour l'instant domine logiquement le championnat, même s'il y a Monaco qui arrive. Ça va être un test dans le sens où le CSP va se heurter à une équipe beaucoup plus complète, avec davantage de profondeur de banc que ne l'avait Boulazac. Maintenant, ce Limoges CSP qu'on a vu sur les dernières sorties, il doit pouvoir rivaliser avec l'Asvel, qui n'est pas non plus imbattable. Nanterre l'a prouvé en allant s'imposer largement à l'Astrobal. Sur ce qu'il a montré, le CSP peut rivaliser. Maintenant, on a hâte de le voir à l'œuvre face à une vraie équipe de play-off, à un vrai candidat au titre que n'était pas cette équipe de Boulazac. Jean-François, cette équipe de l'Asvel, Mathieu l'a dit, elle domine le championnat parce qu'elle a 2 victoires d'avance encore, je crois, sur Monaco. Et pourtant, ils ont été battus à Nanterre. On ne les sent pas non plus imbattables. Oui, mais c'est la caractéristique du championnat. C'est qu'on ne sait jamais quel visage va présenter une équipe. On parlait tout à l'heure de la réussite à 3 points. Il y a aussi l'intensité défensive. On se rend compte que Villeurbanne, sur les derniers matchs, met pas beaucoup d'intensité, ce qui était sa marque de fabrique. Donc, quel visage va présenter Villeurbanne, mais aussi quel visage va présenter Limoges. Car, on a eu pas mal de revirements de situation depuis le début de la saison. Juste des charges de Villeurbanne, il jouait quand même contre Nanterre sans Mantas Kianietis et avec Namin Noah qui a des gènes également, donc qui a peut-être un certain. Qu'ils ont des blessés quand même. Ouais, ils ont beaucoup de blessés cette saison. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au complet, donc on va voir, comme le dit Jean-François, quelle équipe de Villeurbanne va se présenter dimanche à Beaublanc. Pascal, est-ce qu'on peut penser qu'une équipe comme Villeurbanne, 2 victoires d'avance, quelque part, ils sont un petit peu en train de gérer et de se dire, bon, bah là, de toute façon, on est en play-off et on met peut-être un petit peu moins d'intensité ou pas? Moi, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de la gestion parce que, comme le disait Jean-François, ce genre de championnat de JP Elite, ça peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. On le voit bien avec Limoges d'ailleurs, qui a enchaîné les victoires ces derniers temps après avoir enchaîné une série de défaites. Non, la saison est longue. Ils ont enchaîné Eurocoupe, championnat et la Coupe à Mickey, enfin tout ça. Peut-être qu'il y a un coup de moins bien. Mais c'est peut-être programmé aussi, ce coup de moins bien pour être au top pour les playoffs. Il y a des préparateurs physiques qui travaillent en fonction de ça sur des périodes, en disant, bon là, sans doute il y aura un coup de moins bien, mais c'est pour que l'équipe soit au mieux au moment où va débuter ce qui compte finalement. Et Villeurbanne a souvent raté ces dernières années ce qui comptait, c'est-à-dire les playoffs, un peu comme Monaco d'ailleurs. Ils sont les favoris du championnat, ils sont en tête depuis le début. Ils ne peuvent pas se rater une année de plus. Alors je suis d'accord avec Mathieu, l'équipe qui est la meilleure aujourd'hui, c'est Monaco. Peut-être que Monaco, qui avait l'habitude de faire ce qu'a fait l'Asvel cette année, c'est-à-dire être tout le temps en tête du championnat et se faire éliminer, j'allais y venir, ça va être le contraire. Sans parler de gestion, Zvezdan Mitrovic, coach de Villeurbanne, était à Monaco justement ces dernières années. Il a dominé la saison régulière à chaque fois. Il a été loin dans la Coupe à Mickey. Il l'a même soulevé à plusieurs reprises. Et à chaque fois, en championnat, il s'est fait battre. Alors, est-ce qu'il a retenu aussi peut-être quelques leçons du passé et il voit les choses un peu différemment aujourd'hui, sans parler de gestion, peut-être reposer un peu plus certains cadres, un peu moins tirer sur certains joueurs. Ça, honnêtement, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas que Zvezdan Mitrovic il retienne les leçons du passé. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un vrai client en face, c'est Monaco. Jean-François, il y a aussi un atout pour Limoges. Là, il y a la série de victoires, mais il y a aussi l'atout Beaublanc. Et celui-là, il est incontestable. Oui, ça c'est tout à fait indispensable. Par contre, moi je pense que c'est l'adresse extérieure de Limoges qui sera la clé du match. S'il n'y a pas d'adresse, je ne vois pas comment on peut battre Villeurbanne, même s'ils ne sont pas au top niveau. Je pense que sans adresse extérieure, on aura du mal à faire face. C'est là où on va voir si le CSP a passé un cap ou pas ces dernières semaines, parce que Villeurbanne, c'est une équipe qui défend fort, qui peut défendre fort, avec des joueurs très athlétiques, qui agressent son adversaire.
autant de choses que n'apprécie pas vraiment cette équipe du Limoges CSP. Et auquel elle s'est pas heurtée depuis un moment. Exactement, c'est pas Gravelines, c'est pas Le Mans, c'est pas Chalon-Reims, c'est même pas Boulazac. On s'attendait à un vrai test à Boulazac, alors sans rien enlever à la performance du CSP, qui a vraiment réalisé un de ses meilleurs matchs de la saison. Boulazac aussi, ils sont un peu passés au travers. Peut-être qu'ils étaient émoussés, peut-être qu'ils étaient un peu tétanisés par l'enjeu, je sais pas, mais ils sont passés au travers. Donc c'est là, on va voir si contre l'Asvel, et on a hâte de voir ce match, savoir si le CSP a passé un cap ou pas. Il y a des messages à faire passer, hein, à quelques encablures des playoffs, à la fois pour Villeurbanne et pour Limoges. Pour Villeurbanne, pour dire, bah, vous voyez, nous sommes les patrons. Les deux peuvent se retrouver en premier tour des playoffs. Hein. Ouais. Et Limoges, pour dire, on est peut-être limite pour se qualifier pour les playoffs, mais on envoie un message en battant Villeurbanne et en les battant proprement, en disant on ne se laissera pas mater comme ça en playoffs. Donc match de gala, comptablement, c'est pas le match qui va compter plus que ça, ni pour Villeurbanne ni pour Limoges, dans la course aux playoffs et à la première place pour Villeurbanne. Dans le message, c'est autre chose. Après, il y a aussi un aspect confiance. Aujourd'hui, la confiance, on a envie de dire qu'elle est du côté de Limoges. Mais est-ce qu'elle est suffisante, cette confiance, d'avoir battu, comme on l'a dit, des équipes qui ne sont pas au top, pour aller défier maintenant Villeurbanne, Jean-François ? Je pense que, comme l'a dit Mathieu, on a une équipe qui est quand même relativement soft. Et que dès qu'il y a une opposition qui est dure, on l'a vu contre Dijon, on le voit contre toutes les équipes très athlétiques qui jouent très dur, Limoges a beaucoup de mal. Donc, effectivement, il y a la confiance, il y a Beaublanc, mais si on ne rentre pas sur le terrain avec la volonté de faire face au niveau physique, au niveau de la dureté, ça peut être très compliqué. Et Mathieu, là, il restera 4 journées après, derrière. Ouais. Donc, mathématiquement, ça ne va pas être décisif, notamment pour Limoges, qui est toujours en course pour Limoges, ils sont plus que jamais en course. Voilà. Ils ont vraiment réalisé une superbe opération en gagnant à Boulazac. En plus, des résultats favorables derrière. Je pense notamment à la victoire de Gravelines, qui mettait quasiment plus un pied devant l'autre, qui va gagner à Bourg-en-Bresse, qui venait de gagner à Pau-Orthez, qui s'en est sorti de justesse face à Antibes. Strasbourg qui chute à Chalon-Reims. Levallois qui perd à Chalon. Enfin, des résultats presque improbables qui ont tous classique de quasiment tous les week-ends, qui ont quasiment tous fait l'affaire du CSP lors de la dernière journée. À part la victoire du Mans au Portel, tous les résultats ont été bons pour Limoges. Aujourd'hui, Limoges a 2 victoires, je crois, d'avance. Est très bien parti en tout cas pour se qualifier pour les playoffs. Il suffit de 3 victoires et sera mathématiquement acquis, même 2 peut-être, ça devrait suffire. Donc elle est quand même importante celle-là contre Villeurbanne s'ils la prennent. Elle est importante. Fatalement, tu fais un pas de plus, mais comme l'a dit Pascal, c'est pas non plus un match à la vie, à la mort. Aujourd'hui, le CSP a récupéré un joker. Clairement. Pascal, tu y crois, là, les playoffs ? Ah oui, je pense que le match de Boulazac, c'était vraiment un tournant. Si Limoges avait été battu à Boulazac, et ça n'aurait pas été impossible sur ce qu'on avait vu de Boulazac ces dernières semaines, là, ça aurait peut-être été compliqué. Mais là, la combinaison d'une large victoire à Boulazac et des résultats de mardi soir font que oui, ils peuvent même potentiellement prendre la 6e place. Puisqu'ils sont revenus à égalité avec Strasbourg. Donc un match de plus de gagner par rapport à Strasbourg et ils seront 6e. Et ça change des choses. Parce qu'on jouera le 3e, on jouerait Nanterre si le championnat en restait là, en quart de finale. Ça change beaucoup de choses. On a l'impression de retourner nos vestes, mais en fait c'est hyper compliqué à prévoir ce championnat avec des surprises tous les week-ends, une équipe du CSP qui valait plus rien. Que c'était mort. Moi je pensais qu'ils allaient y aller, mais vraiment très très difficilement. Maintenant tu te rends compte que finalement ils peuvent espérer la 6e place. Enfin, c'est hyper dur à commenter quand même. Ainsi va la Jeep Elite. Voilà. K1, K1. Merci Pascal pour cette conclusion. C'est la fin de ce 3e quart-temps. Dans ce 4e quart-temps, nous allons débattre, messieurs, pour tenter de savoir si la bataille qui fait rage pour la gouvernance du club va avoir ou pas un vrai impact sur la saison prochaine et notamment au niveau sportif. Alors Mathieu, on en est où ? Déjà un petit point quand même sur cette bataille juridique. Là, on essaye de mettre un petit peu les choses au clair pour peu que ça soit possible. À l'heure où on parle, en fait, donc on le sait, Céline Forté et ses proches ont repris le contrôle de l'association Limoges CSP Elite qui détient 85% des parts de la SASP. Donc ça, c'était forcément une avancée décisive pour eux. Maintenant, il reste à convoquer l'assemblée générale de cette SASP qui initialement devait quand même avoir lieu avant le
31 décembre 2018, dans un monde Nous sommes bientôt au normal. mois de mai. Ensuite, elle devait avoir lieu avant la fin de ce mois d'avril. À l'heure où on parle, peut-être que d'ici là, il y aura du changement, mais les convocations ne sont toujours pas parties pour l'Assemblée générale de la SASP. Donc on s'oriente, je pense, vers une procédure de nouveau en référé devant le tribunal de grande instance de Limoges pour forcer, entre guillemets, Yuri Verieras, le président du directoire du CSP, de convoquer cette assemblée générale qui pourrait permettre à Céline Forté et ses proches de reprendre le contrôle du Limoges CSP. J'espère que j'ai été assez clair. Oui, on essaie de s'y retrouver dans cette histoire. Jean-François, vous en avez parlé, on en a parlé quand on a évoqué le centre de formation, ça impacte. Évidemment que on est forcément inquiet là sur ce qui se passe pour la saison prochaine. Oui, alors la formation, bon, là, je dirais presque que c'est mineur par rapport à l'existence même du club. Il faut comprendre que dans la mesure où il n'y a aucune projection sur l'avenir, on risque de bâtir une équipe à la dernière minute. Ça me paraît compliqué, c'est la saison de tous les dangers avec le nouveau règlement, c'est-à-dire qu'il va y avoir davantage de descentes. Alors c'est 4 descentes. Ouais, donc quand il y en a 2, bon, on peut toujours espérer s'en sortir facilement. 4 descentes, ça commence à impacter beaucoup sur le championnat. Donc moi je pense qu'il faudrait que cette affaire se règle le plus vite possible parce que personne ne peut travailler, enfin j'imagine. J'imagine pas un joueur s'engager sans savoir ce qui va se passer. J'imagine pas les agents envoyer des joueurs facilement. Tout est bloqué, c'est certain. Parce que là, on peut imaginer que l'équipe actuelle soit en train de travailler et que l'autre équipe en face travaille aussi de son côté. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Moi, bien sûr, je suis inquiet pour l'intersaison et pour la saison prochaine parce que tant qu'on n'aura pas l'issue de qui va gouverner et quand vraiment la gouvernance va être libre, difficile de se projeter. À la fois pour ceux qui sont actuellement en place et pour ceux qui prétendent y être à la place de ceux qui sont en place. Je suis encore plus inquiet, moi, pour la suite, pour l'après. Parce que je ne vois pas quel est le projet Limoges. Je connais un peu les contours du projet 3.0 qui me paraît être un projet très national, finalement, sans ambition européenne. On a un budget qui est ce qu'il est, qui ne peut pas nous permettre de prétendre dans les années à venir à jouer de l'Euroleague. Alors, quand des clubs en France s'organisent à la fois au niveau de la formation, à la fois au niveau de l'équipe première, des structures dirigeantes, pour viser l'Euroleague, pour viser l'excellence de l'Europe, Limoges n'a à peu près à vendre que son passé. Et je ne suis pas rassuré par l'arrivée de Céline Forté et de son équipe, puisque je ne connais pas leur projet. Rien n'a filtré sur le projet de cette équipe-là. Alors c'est quoi le projet? C'est de reprendre le club pour reprendre le club ou c'est pour apporter quelque chose de différent et de nouveau? C'est ça qui va être intéressant. S'ils arrivent, c'est pour amener une plus-value. Si c'est pour uniquement remplacer des gens, on a travaillé avec les uns, on travaillera avec les autres, mais moins bien avec certains que peut-être avec d'autres. Mais ça, c'est la vie qui coule de tous les jours. Mais le projet Limoges, c'est quoi? Et j'ai l'impression que le projet Limoges, on n'en a pas, ou en tout cas, il navigue à vue, ou alors il manque cruellement d'ambition à travers ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, et de mon point de vue, c'est pas suffisant. Si le projet Limoges, c'est d'être champion une fois toutes les lunes, tous les 12 ans de Jeep Elite, championnat dont on a dit qu'il était quand même très K1K, franchement, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Enfin, le public de Beaublanc, qui commence déjà un peu à se lasser, se lassera définitivement, parce que d'autres offres arriveront. D'autres sports, forcément. La nature a horreur du vide, même en sport. Mathieu,
Ce qui est inquiétant aussi, c'est que c'est maintenant que ça se passe là pour recruter des joueurs, les contacter, voire les faire signer. Maintenant, peut-être même déjà depuis quelques temps déjà. Non, c'est actuellement le marché français, c'est actuellement qu'il est en train de se jouer. Moi, c'est pas ça qui me fait le plus peur. Je souscris pleinement à ce que dit Pascal. Il va falloir connaître le projet de Céline Forté. Alors après, on peut pas non plus lui en vouloir de pas dévoiler un projet tant qu'elle n'a pas la gouvernance. C'est hyper compliqué aussi. D'un autre côté, il y avait le projet 3.0. Moi, je sais pas, au cours de ces derniers mois, je l'ai pas vu beaucoup avancer ce projet 3.0. On parle de la vente du terrain qui avait été acheté pour construire le bâtiment du centre de formation. Enfin, je les ai pas vus, moi, les réelles avancées de ce projet 3.0. Maintenant, je vois pas davantage celui de Céline Forté. Maintenant, elle n'est pas en place, donc j'espère qu'elle va le dévoiler assez rapidement si elle parvient à ses fins. Mais une chose est sûre, il faut que cette situation elle se décampe le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il faut que cette assemblée générale ait lieu le plus rapidement possible pour qu'on sorte de cette lutte pour la gouvernance qui est en train de tuer à petit feu. Bon, je vais peut-être un peu loin le Limoges SP, mais qui en tout cas peut-être pas tuer à petit feu, mais en train de pourrir la saison prochaine d'ores et déjà. Jean-François Jouot l'a dit, 4 descentes la saison prochaine, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise pour le Limoges CSP. Donc il faut en terminer, il faut que si tout le monde avait pu s'entendre de manière intelligente pour que ça se règle rapidement, ce problème de gouvernance, ça aurait été une bonne chose. Maintenant, on s'oriente encore vers des procédures et on met en péril l'avenir à court terme du Limoges SP. Après, l'avenir à long terme évoqué par Pascal, je souscris également. Mais pour l'instant, on parle surtout d'avenir à court terme pour le Limoges SP, en JP Elite déjà. Jean-François, le club est en danger là. Clairement. Oui, moi je pense que je souscris aussi complètement à ce qu'a dit Pascal et je rajouterais. Et s'il est mis tout seul. Bien fait de venir. Oui, mais je rajouterais aussi que le problème du club, c'est qu'à un moment ou un autre, si on a un peu d'ambition, il va falloir s'ouvrir. Et que le fait de rester toujours dans le contexte limousin, de toujours faire revenir ce qui était parti et partir ce qui était revenu, au bout d'un moment, ça a ses limites. Donc, sans ouverture à l'extérieur, le club, il restera en milieu de championnat, en ventre mou, il n'arrivera pas à passer les caps. Après, c'est facile à dire, encore faut-il trouver les personnes. Je pense que c'est aussi une des caractéristiques, et moi quand je suis arrivé, je vous assure que c'est la chose qui m'a le plus frappé, c'est cette espèce d'envie de rester entre soi. Et je ne parle pas que des dirigeants, hein. Je parle de l'ensemble du Limoges CSP, c'est-à-dire on a un petit peu peur de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder son Limoges CSP pour soi. J'ai envie de dire, c'est même pas que le Limoges CSP, c'est Limoges qui est comme ça. Cette difficulté à s'ouvrir aux autres, cette propension à s'autoflageller en permanence. On dit que c'est Dallas sur Vienne, Limoges, mais on y met beaucoup d'une autre, les Limougeaux, hein, dans ce truc-là. Je veux faire un parallèle très simple. On n'est pas dans les mêmes sports, on n'est pas dans les mêmes proportions d'effectifs et autres. Mais on a un voisin à 100 bornes au sud qui s'appelle le CA Brive, qui a joué de nombreuses années en top 14, qui là, il prétend encore à y remonter. En Pro D2, le CA Brive Corrèze, c'est un budget, je crois, à 13 millions d'euros. Quasiment le double du budget du Limoges CSP. Parce qu'il y a des relais ailleurs. Parce qu'il y a des relais pourquoi à Brive, 50 000 habitants, on arrive à trouver 13 millions de budget, qu'à Limoges, 7 millions, on peine. Parce qu'ils ont des relais ailleurs, notamment des relais à Paris. Et tant qu'on n'aura pas ça à Limoges, il ne pourra pas y avoir de projet ambitieux. Si ce n'est être champion tous les 15 ans. Je voulais simplement rajouter, pour prêcher un peu pour la paroisse de la formation, je voulais comparer deux clubs, Le Mans, Limoges. Vous regardez le palmarès sur ces 14 dernières années, il est quasiment identique. La différence, c'est qu'il y en a un qui fonctionne avec de la formation, avec une stabilité, mais avec des budgets beaucoup moindres que ceux qu'on a eus au CSP, et l'autre qui a fait du salarial, enfin, de la masse salariale joueur, hein, je parle. Donc, je pense qu'entre ces deux projets, finalement, on se rend compte qu'il n'y en a aucun des deux qui est supérieur à l'autre. Donc, je pense que c'est un bon mix qu'il faudrait faire, trouver des repreneurs, enfin pas des repreneurs, mais des investisseurs extérieurs, et en même temps, parallèlement bâtir un projet de formation pour s'assurer l'avenir. Parce que ce n'est pas quand on est dans la difficulté qu'il faut mettre les structures et la formation. C'est quand on a de l'argent. Bien sûr.
Eh bien, ça sera la parole de la fin, Jean-François, pour ce 4e et dernier quart-temps de CSP Time. C'est top et les flops, donc comme l'a veut la tradition, c'est moi qui commence quand c'est moi qui présente. Donc je commence. Mon top, pardon, je vais le donner à Vincent Poirier, le joueur français, le pivot de Vitoria qui joue en Euroleague et qui vient de signer une performance majuscule là contre le CSKA Moscou, 14 points, 15 rebonds. Il est devenu le meilleur rebondeur de l'histoire de l'Euroleague. Alors même s'il faut un petit peu nuancer, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de matchs maintenant, faut quand même saluer le parcours de ce garçon qui a commencé le basket très tard, à 17 ans. Et qui a prouvé qu'à force de volonté, d'engagement et de travail, on était capable d'y arriver. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France et pour Vincent Collet pour la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, top à Vincent Collet. Non, pas à Vincent Collet. À Vincent Poirier, oui, plus sûrement. Mon flop, c'est pour l'Euroleague, qui ne fait vraiment pas acte de charité en invitant une équipe française dans sa compétition la saison prochaine. Parce que pour l'Asvel, soit Tony et Nico ils mettent la main à la poche et ils crachent au bassinet pour construire une équipe énorme, soit alors ça va être un carnage et des boucheries toutes les semaines pour cette équipe de Villeurbanne. Quand on voit le niveau de l'Euroleague, on se demande comment une équipe française aujourd'hui peut exister à ce niveau. Aujourd'hui, on peut être inquiet pour cette équipe de Villeurbanne. Alors encore une fois, j'espère pour eux qu'ils vont construire une belle et grande équipe. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est pas très charitable pour l'Euroleague d'inviter une équipe française à ce niveau-là. Bon, Mathieu, t'as pas l'air content, t'as pas l'air d'accord, mais tant pis. Allez, vas-y, à toi. Non, Ton moi, top et ton flop. Déjà, je pense que le développement du basket français, il passe aussi par une présence en Euroleague. Ah oui. Alors oui, forcément. Mais la présence, c'est une chose, mais après, l'existence, c'en est Les une autre. premières saisons vont être compliquées. Maintenant, moi, je trouve ça bien qu'il y ait un club français. J'aurais préféré que ce soit Limoges CSP qui aille en Euroleague, mais aujourd'hui, il faut arrêter de rêver. Je trouve ça très bien que l'Asvel aille en Euroleague. Maintenant, évidemment, que l'avenir va être très compliqué. Il y a un côté ironique dans mon flop, évidemment. J'avais bien compris. Allez, vas-y, à toi. Moi, mon top, ça va être pour Thomas Andrieux, le coach de Boulazac. Non seulement il réalise 42 ans, ancien joueur, réalise une superbe saison De Poissy. À la tête formé. de Boulazac, qui était, rappelons-le, repêché au dernier moment la saison dernière et qui là était pas loin d'aller en play-off. Je pense qu'ils iront pas, mais ils ont été pas loin d'y aller. Et surtout, je l'ai trouvé très digne, très classe après la défaite de son équipe, quand il y en a d'autres après une victoire de leur équipe qui ont du mal à faire preuve d'humilité. Donc voilà. Et Le message est passé. mon top, ce sera pour Jordan Taylor, vraiment un meneur qui me plaît Ça te beaucoup. fait 2 tops alors. Ouais, je me suis embrouillé, tu vois, c'est Ouais, ton histoire de Ouais, l'Asvel. Deux tops. Eh ben, ça fera Oh, 2 après- tops. Ce sera Jordan Taylor, le premier top, il était à moitié flop. Sera Jordan Taylor qui sur les 5 derniers matchs tourne à 22 d'évaluation et qui est vraiment un meneur que j'apprécie, très agressif, altruiste, gestionnaire. C'est le leader qui manquait, je pense, à cette équipe du CSP. Merci Mathieu. Pascal, ton top, ton flop. Alors j'ai un top qui aurait pu faire un flop aussi. Mon top, alors, je vais faire un petit tour du côté de la NBA, où les playoffs ont commencé. Mon top, il est pour Portland, qui vient de sortir au KC, c'est-à-dire Oklahoma City, en 5 manches, 4-1. Donc c'est pour ça que le flop, ça aurait pu être au KC. Et plus spécialement chez les Blazers, le fameux Lillard qui a mis 50 points sur le match 5 et un shoot vainqueur au buzzer à 12 mètres à peu près. J'ai vu, Enfin bon, impressionnant. voilà, Ludovic impressionnant. Bayers de Strasbourg. Je pense qu'il a déjà, les artisans sont déjà au boulot pour la statue devant la salle des Blazers. Vraiment, c'était assez formidable. Côté flop, je vais le donner. J'ai une pensée vraiment attristée parce que ceux qui sont autour de cette table savent ce que je pense de la Grèce. Mais mes 2 clubs grecs, là, Olympiakos et Panathinaikos, qui me font un peu peine. Alors Olympiakos qui traîne sa misère, qui a traîné sa misère en Euroleague et qui la traîne même en championnat grec où ils sont 5e. Mais bon, Spanoulis et consorts et Prentezis, ils commencent à fatiguer. Hein, ils sont au-delà des 35 ans, donc ça devient de plus en plus dur année après année. Et puis le Pana qui a quand même pris de la marée 3 fois de suite en quart de finale contre le Real Madrid, avec là aussi un Calates très essoufflé. Donc pas de Final Four pour les clubs grecs. Ça faisait quelques années que ce n'était pas arrivé. Et j'en suis le premier désolé, mais c'est mon flop. Jean-François, un top, un flop. Oui, alors un top, ça va pas être très original, mais c'est la victoire du CSP, le dernier match à Boulazac, parce que je pense que c'est bien tard, mais ça peut être une victoire fondatrice, et ça change tout le panorama pour la suite de la saison.
Après, je vais vous donner mon flop, si vous voulez. Si vous me permettez, je vais en donner 2. Allez. Le premier, c'est pour François Perronnet, parce qu'à la mi-temps, quand on voit qu'on a 30 points d'avance et que le match est plié depuis longtemps, on peut faire entrer peut-être Timothée Basile avant la dernière minute du match. Je pense que c'est un très mauvais signal quand on parle de projet jeune. Et puis j'en aurai un plus général, Deuxième flop, c'est oui. pour la LNB. Je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir que les clubs formateurs soient rémunérés de leur formation. Les centres de formation, ils irriguent tout le basket français. Lorsqu'on a un joueur qu'on forme et qui part en Pro B et que vous touchez 0, c'est-à-dire des cacahuètes, il y a un vrai problème. S'il n'y a que la NBA qui rapporte, c'est quand même gênant. Et je crois que là-dessus, moi j'ai assisté à des réunions il y a 10 ans, on n'a pas avancé d'un iota. Et il serait temps quand même qu'on remette toutes les choses à plat. Voilà, donc un double flop pour ça rattrape celui que n'a pas mis Mathieu. Le suppléant de service. Merci Jean-François. Merci messieurs, c'est la fin de ce CSP Time numéro 32. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Et rendez-vous donc dans 15 jours pour le numéro 33. Salut.